très rapidement passé au CAD, moi, notamment sur MCM, la chaîne musicale. Je me sens meilleur en fait sur une caméra lourde avec des grandes focales que sur des caméras portables. Donc on a un assistant vidéo qui vient nous voir, qui nous demande s'il doit remettre de l'air. Donc on a une sorte, comme un vélo, hein, on regonfle en fait la colonne. La richesse de nos métiers, c'est de pouvoir faire des choses très différentes, de pouvoir faire les 12 coups de midi, comme de pouvoir faire des programmes de variété, de divertissement. Salut et bienvenue comme tous les 15 jours dans l'ombre des médias, la chaîne YouTube qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Florent qui est cadreur sur caméra lourde et qui nous a fait le plaisir de nous accueillir sur le plateau des 12 coups de midi. Juste avant de le retrouver, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne puisque vous êtes nombreux à regarder le contenu sans être abonné. Alors si vous appréciez la qualité des vidéos et que vous souhaitez me soutenir dans ce projet, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de cette vidéo. On part cette fois-ci rejoindre Florent au studio 107 de la Plaine Saint-Denis. Bienvenue dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Donc bonjour Florent et merci de nous recevoir aujourd'hui sur le plateau des 12 coups de midi. Bonjour Laurent. Alors comme pour chaque professionnel, on va commencer par parler de ton parcours. Comment es-tu devenu cadreur et est-ce que c'était un rêve pour toi ? Alors oui, en effet, c'était un rêve pour moi. À l'âge de 12 ans, mon père m'a acheté mon premier caméscope. Donc j'ai commencé à faire des petits tournages de famille. Je commençais déjà un petit peu à monter, mais vraiment en analogique sur un magnétoscope. Donc c'était vraiment c'était un peu ma passion à l'époque. Donc j'ai gardé cette passion-là pendant tout le collège. Et au collège, en fait, ce que j'ai fait, c'est que les professeurs souvent nous demandaient de faire des petits dossiers qu'on rendait en histoire géo. Et moi, plutôt que de les faire en papier, avec ce caméscope-là, je filmais, en fait, on faisait des reportages avec des copains et des copines. On allait dans des salons, on allait dans des partis politiques, faire des interviews de personnalités. Et on rendait en fait à la fin une espèce de montage. Et on proposait ça devant la classe, devant une télévision. Donc déjà j'avais un peu cette passion-là, moi, de la vidéo. Et à chaque voyage en fait scolaire, j'avais ce caméscope avec moi et on filmait en fait tous les voyages. Donc on est allé à Berlin, on est allé en Espagne et chaque élève en fait se transformait en petit reporter. Et moi je les filmais avec cette caméra et j'ai très vite en fait eu l'étiquette du caméraman que j'ai gardé jusqu'à maintenant en fait quoi. Et donc au collège je me suis orienté, j'ai fait en fait une école, enfin un lycée, le lycée Paul Valéry à Paris dans le 12e qui avait une option cinéma audiovisuel à partir de la seconde avec un fort coefficient de 7 comme la philo en fait. Et moi comme j'étais pas très fort en maths, je me suis plutôt orienté sur des études littéraires et donc j'ai passé en fait des épreuves au bac de cinéma avec des écritures de scénarios, une réalisation de films, de courts-métrages. Puis ensuite, ma passion a continué et j'ai fait en fait une école de cinéma privée qui s'appelle l'ESRA, qui est dans le 15e. Et puis au fil des années, on a commencé à faire des stages. Et du coup, je suis rentré dans le milieu professionnel. Voilà, donc j'ai commencé comme ça en fait. Du coup, tu as fait tes études dans le cinéma. En revanche, tu es parti plutôt du côté télévision. Pourquoi ce choix ? Alors moi, j'avais en fait, dans cette école-là, il y avait la possibilité de faire autant des courts-métrages que de faire des plateaux télé. On pouvait faire de la réalisation multicam. Donc moi, effectivement, j'avais toujours cette passion pour la caméra et de faire des images avec, que ce soit en plateau ou en extérieur. Donc j'ai toujours eu en fait l'envie de filmer des émissions, enfin des images, et de faire des images en direct et de pas en fait m'orienter vers le long métrage ou le cinéma. C'est vraiment plus la partie live ou direct qui m'intéressait, avec en fait voilà, des reportages, travailler en plateau, travailler en équipe. C'est surtout ça qui m'intéressait moi dans mon milieu, dans ce métier, c'est de travailler en équipe, de travailler à plusieurs, avec différents corps de métier, et puis que ça soit en live, que ça soit en direct. C'est vraiment ça qui m'intéressait le plus en fait. Et est-ce que tu te souviens de ta toute première émission, la toute première fois où tu t'es retrouvé derrière une caméra sous les ordres d'un réalisateur ?
Alors la première émission que moi j'ai fait vraiment, c'était à l'époque où j'étais stagiaire, je commençais à être stagiaire. J'ai Je suis très rapidement passé au cadre, moi, notamment sur MCM, la chaîne musicale, qui m'a proposé en fait de premiers stages. Donc on était en plateau. Alors le réalisateur, je ne m'en souviens plus trop, mais c'était vraiment les premières émissions que moi j'ai fait en plateau. C'était des équipes assez jeunes, avec des réalisateurs assez jeunes, et puis on était tous très motivés. Donc on faisait on filmait autant des concerts que des émissions sur l'actualité musicale. Et puis après, voilà, on continuait à faire des petits tournages en dehors avec des équipes plus réduites. Mais c'était vraiment la première expérience MCM. Et je parlais d'ordre de réalisateur il y a quelques instants. Quel genre d'ordre est-ce que tu reçois dans ton casque, puisque tous les cadreurs d'ailleurs en sont équipés, hein? Alors effectivement, on est tous équipés d'un casque quand on arrive derrière la caméra. On se met derrière la caméra. On a un casque qui soit appartient à la caméra, soit un casque. Nous, on amène notre propre casque. Ça, c'est de plus en plus courant. Et donc, ce que nous dit en fait le réalisateur nous donne des ordres. Alors très souvent, effectivement, on nous donne des ordres de cadre. C'est-à-dire de plans moyens, de plans serrés, de plans larges. On doit écouter le programme, hein, parce que c'est très important d'être réactif sur ce qui se passe sur le plateau. Donc le réalisateur, en fait, il nous aiguille, il nous demande, soit il décide à notre place, c'est-à-dire qu'il exige tel plan ou tel plan, soit on prend l'initiative, et c'est souvent d'ailleurs le plus souvent le cas, c'est que c'est à nous de prendre des initiatives et qu'il n'y a rien à demander en fait, quoi. C'est vrai que on nous prend aussi pour ça, la nouvelle génération. La génération plus ancienne effectivement était beaucoup plus aux ordres du réalisateur. Maintenant on nous demande de prendre des décisions, d'être réactif, de suivre, d'écouter. Donc c'est ça en fait. Et effectivement dans le casque, on a le réalisateur, mais on a aussi les indications de la script qui va nous indiquer que tel artiste va rentrer à Jardin ou à Cour, c'est-à-dire à gauche ou à droite de la scène, de savoir s'il y a un numéro de magie qui va arriver, s'il y a une carte qui va être montrée. Enfin, ça peut être très varié en fait, quoi. Donc on écoute la script, on écoute le réalisateur, et on écoute aussi le programme, parce que dans le casque, on a aussi le programme pour écouter ce qui se passe à l'antenne, parce que très souvent, les caméras sont loin du plateau. C'est-à-dire que les caméras sont sur le studio, mais on est un peu loin en fait des gens. Donc d'avoir le programme, le PGM, ce qu'on appelle le PGM, ça nous permet en fait d'écouter le programme et d'anticiper des fois des choses. Donc on a ça. On a aussi ce qu'on appelle les équipements, les gens qui gèrent la vision, qui nous disent qui nous indiquent si on est flou ou net, parce que très souvent dans le viseur on ne le voit pas forcément ça. On est un peu mou, on nous dit qu'on est un peu mou, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait le point. Donc l'ingénieur de la vision qui a plein d'écrans devant lui, avec des écrans des fois plus précis que notre propre viseur, nous permet de nous dire voilà, là tu es un petit peu mou, tu es un peu le point, il faut que tu rattrapes un petit peu le point qui est pas forcément, c'est pas forcément très net. Donc on a en fait ces gens-là principalement qui sont dans notre casque. Donc des fois c'est calme et puis des fois c'est plus bruyant. Ça dépend en fait des réalisateurs qui sont derrière le mélangeur. Et on parlait d'initiative et d'anticipation, et c'est justement ça qui t'aide en travaillant régulièrement avec les mêmes réalisateurs, c'est de pouvoir devancer ce qu'ils vont te demander. Oui, en effet, effectivement, selon le réalisateur avec lequel on travaille, on a plus ou moins l'habitude effectivement de prendre des initiatives. Et on est plus en confiance. Quand on est en confiance effectivement et que lui aussi l'est, eh bien on va prendre des initiatives, resserrer sans lui demander ou sans demander son accord. Effectivement, quand on travaille avec quelqu'un avec lequel on travaille moins souvent ou qui est moins présent voilà, sur notre planning, eh ben on fait plus attention, on a moins sa confiance, donc du coup on est plus, on attend plus ces décisions qu'effectivement un réalisateur avec lequel on travaille plus souvent. Effectivement, ça paraît logique, mais c'est souvent comme ça, quoi. Et cette fois-ci, on va parler matériel, puisque toi, tu travailles principalement donc, sur des caméras lourdes. Est-ce que c'est une spécialité Oui. que tu as choisie dès le début ou un choix qui s'est imposé naturellement ? Non, ça s'est présenté comme ça en fait au début. C'est vrai que moi j'ai pas fait. Alors j'ai fait un petit peu de portable, mais pas beaucoup pour des histoires de dos. Effectivement, moi j'ai pas un dos très solide, donc du coup je me suis plus orienté vers la caméra lourde, qui est plus mon truc. C'est vrai que je me sens meilleur en fait sur une caméra lourde avec des grandes focales que sur des caméras portables. Après, ça s'est présenté comme ça selon les programmes aussi sur lesquels tu travailles. Tu as des réalisateurs qui te connaissent sur des caméras lourdes, donc qui vont te prendre
plus souvent sur des caméras lourdes que des portables, parce qu'ils savent que tu es le meilleur en fait sur des caméras lourdes. Et inversement, hein, il y a des caméras, des cadreurs portables qui sont très très bons en portable et qui sont beaucoup moins bons sur des caméras lourdes. Et en ce moment, tu te trouves donc sur le plateau des 12 coups de midi. Est-ce que tu peux nous présenter la caméra avec laquelle tu vas travailler dans quelques instants? On va commencer du bas de la caméra puisque j'ai appris quelque chose hors antenne. C'est qu'une caméra fonctionne un petit peu comme un vélo. Alors en fait, oui, sur des caméras lourdes, on a très souvent des pneus sur pneumatiques qui sont en fait gonflés sur des colonnes d'air. Et en fait, il y a tout un système en fait, comme un système de balance, hein, avec des contrepoids, hein, enfin des poids qui sont posés sur la caméra. Et effectivement, ce pied, la première chose quand on arrive derrière la caméra, c'est qu'on doit vérifier si le pied il est bien gonflé. Si on a une caméra comme ça qui est gonflée, donc on vérifie d'abord effectivement si la caméra, enfin si le pied est bien gonflé. Donc on a un assistant vidéo qui vient nous voir, qui nous demande s'il doit remettre de l'air. Donc on a une sorte comme un vélo, hein, on regonfle en fait la colonne et au fur et à mesure de la journée, eh bien, des fois la colonne monte toute seule parce que le plateau se réchauffe. Donc on a des petits poids qui nous permettent de compenser, ou alors on peut vider nous-mêmes la colonne. Mais effectivement, on a ce premier critère en fait de gonflage en fait de pied. Quand on a un pied comme ça sur une colonne pneumatique, quoi. Donc là, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. On va passer à la partie supérieure. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la caméra dans sa globalité? Alors la caméra, c'est souvent des caméras Sony, principalement en plateau, avec des rapports qui sont assez importants, des 86, des 92, voire même plus de 100 fois. Ça permet de rentrer vraiment dans les détails, de pouvoir zoomer assez fort. Donc sur les matchs de foot, c'est souvent le cas en fait, hein. Sur les foot, moi j'en fais pas, mais sur le foot, c'est grâce à ces grosses optiques en fait qui permettent de zoomer sur les joueurs. Sur les plateaux, effectivement, on peut aussi avoir des détails des mains, des candidats. Par exemple sur le plateau des 12 coups, on a souvent en fait des plans de réaction ou de l'émotion des candidats. Donc on resserre, on a une marge de manœuvre assez importante où si on nous montre des tatouages, eh ben, on peut serrer avec cette caméra vraiment de façon proche pour voir les détails, même la couleur des yeux. Donc sur des caméras lourdes, c'est un peu l'intérêt aussi de pouvoir aller très très loin et de filmer des détails qu'on ne verrait pas à l'œil nu en fait, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler, nous présenter les commandes déportées également sur cette caméra? Alors, effectivement, sur une caméra, donc, on a cette optique et l'optique, elle est commandée avec ce qu'on appelle un report de mise au point. C'est une poignée en fait ronde qui nous permet de faire la mise au point. Donc, moi, je la mets à gauche. À droite, pardon, je mets la poignée de poing à droite parce que je suis gaucher. J'ai plus de force dans la main gauche hein, parce que je suis gaucher du coup. Donc je le répète. Donc du coup, je mets la poignée de zoom à gauche. Donc la poignée de zoom, c'est une poignée qui permet de zoomer sur une personne ou de faire un plan large ou de resserrer sur la personne. Et puis à droite, j'ai mon poing qui permet de faire la mise au point. Et sur la poignée donc de zoom, vous avez deux petits boutons qui sont en fait en dessous, sous la poignée, qui permettent en fait de voir le programme. Là, vous avez deux petits boutons. Il y en a un, c'est pour voir on voit à l'antenne, ce que le réalisateur en fait commute à l'antenne derrière son mélangeur. Et en retour d'eux, on a souvent un trucage. Ici, c'est le cas sur les 12 coups de midi. On a en retour d'eux le trucage que le truquiste propose avec un plan à deux ou autre chose. Donc, on a ces deux petits boutons en fait qui sont très très pratiques pour nous, ce qui permet de voir ce qui se passe à l'antenne, quoi. Voilà, donc maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le matériel, on va revenir au tournage. Combien de temps avant le début d'un enregistrement est-ce qu'on demande au cadreur de venir en plateau? Alors, généralement, on est convoqué 1 heure avant l'émission. Alors ça peut être beaucoup plus selon le choix de la production. Si on a des répétitions, on est souvent convoqué plus tôt, mais généralement on est convoqué 1 heure, ce qui permet en fait justement de vérifier la caméra, de voir que tout fonctionne. Et si jamais tout ne fonctionne pas bien, eh bien on va voir le chef des équipements en fait, qui gère en fait le parc des caméras sur le plateau, et on lui dit voilà, il nous manque une poignée de zoom, le tirage n'est pas bien fait, donc on refait le tirage avec lui. Voilà, c'est tous des petits réglages qu'on doit faire, mais on ne peut pas arriver 5 minutes avant le tournage, on est obligé quand même de vérifier le matériel, et c'est pour ça qu'on vient plus tôt, et puis c'est quand même plus pratique, c'est plus confort pour nous d'arriver plus tôt, de vérifier, de dire bonjour à tout le monde, parce qu'on fait un travail d'équipe.
Donc on ne peut pas arriver comme ça à la dernière minute. On aime bien aussi parler avec les gens. C'est quand même des métiers quand même de contact, donc on aime bien en fait arriver et puis parler et puis voilà et vérifier que tout fonctionne bien. Alors il y a quelques instants, tu nous parlais de répétition. En fait, vous faites quoi pendant les répètes? Alors on répète, tout dépend en fait ce qu'on filme. C'est-à-dire que si effectivement il y a des happenings, ce qu'on appelle des happenings, c'est des petites séquences qui sont rajoutées en plus de l'émission, qui ne sont pas prévues en fait dans la charte de l'émission. Donc vous avez un chanteur qui va faire une rentrée sur le plateau qui n'était pas prévue, une surprise. Donc le chanteur a besoin de répéter sa chanson. Donc on fait des répétitions pour le son, on fait des répétitions pour l'image, pour la lumière. Donc en fait on vient justement pour ce genre de, on vient en avance. Ce genre de répétition c'est souvent pour ça. C'est pour que tout le monde soit calé et pour que au moment de l'enregistrement ou du direct, que tout le monde soit prêt, quoi. Et lors de chaque session d'enregistrement, les cadreurs ne sont pas toujours les mêmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les émissions sont chartées. Est-ce que tu peux nous parler et nous expliquer ce que sont ces chartes? Alors les chartes, ça dépend aussi du type d'émission. Sur les jeux, c'est souvent toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a souvent ce qu'on appelle des splits. On a une phase de jeu avec des valeurs qui sont plus ou moins toujours les mêmes. Sur les 12 coups de midi, tout le monde a plus ou moins le même plan sur chaque candidat, par exemple. C'est un plan qui est vraiment à ras le pupitre. Et effectivement, quand on veut voir les sommes de la personne qui gagne, on élargit pour voir la somme qui apparaît dans un écran juste en dessous. Donc ça, c'est des plans qui sont chartés, qui sont décidés par le réalisateur. Voilà, donc ça, c'est le genre de charte qu'on peut avoir. Comme on peut avoir effectivement des plans d'illustration qui sont en fait dans les écrans sur le plateau. Donc ça effectivement c'est aussi ça fait partie de la charte. C'est en fait des plans qui permettent d'illustrer le propos de l'animateur ou du candidat qui joue. D'accord, du coup les chartes en fait ce sont des documents papier. Ça peut être écrit. Alors oui, c'est souvent écrit. Hein. En fait, c'est ce qui raconte l'histoire de l'émission. C'est-à-dire c'est comme un petit scénario. Hein. L'émission a un petit scénario et la charte, eh bien, c'est une espèce de storyboard du programme et qui propose en fait voilà, tous les types de plans, les jeux, les phases de jeu. Chaque jeu a sa particularité, donc c'est ça en fait. La charte, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Et d'ailleurs sur une semaine tu peux travailler sur plusieurs émissions. Est-ce que tu arrives toujours à garder tes marques sur chaque programme ou est-ce que tu es obligé de replonger dans les chartes régulièrement? Non, en général, on retrouve assez rapidement quand on est sur le plateau nos marques. Alors, on connaît, c'est des métiers qui sont assez visuels, donc moi j'ai une mémoire visuelle dans tous les cas. Donc effectivement, on retrouve quand même plus ou moins les mêmes plans. Donc des fois il y a des nouveaux plans, hein, mais très souvent on retrouve plus ou moins, on arrive à retrouver quand on arrive sur le plateau les plans qu'on fait. Après, ce qui peut changer aussi, c'est selon le réalisateur, parce qu'on peut avoir sur une même émission. Même si la charte est la même, le réalisateur va demander des petites différences, donc de plans, de position de caméra, d'optiques différentes. Ça peut arriver. C'est le cas sur les 12 coups de midi, selon les réalisateurs. Donc voilà, ça va dépendre aussi des réalisateurs. C'est pas que la charte en fait, quoi. Et puis hors antenne, on parlait juste avant le début de cet enregistrement que les réalisateurs et producteurs préféraient privilégier les cadreurs plus expérimentés. Oui, parce que on peut faire venir des nouvelles personnes, hein. Sur une équipe, on n'est pas du tout fermé. Et au contraire, on a souvent des jeunes, hein, qui arrivent et à qui on laisse sa chance. Mais effectivement, l'avantage de travailler toujours avec les mêmes personnes, c'est qu'on gagne du temps en fait, quoi. C'est que la production nous demande de plus en plus d'être réactif et puis il y a une rentabilité qui est là. Hein, on a de moins en moins en fait de temps de répétition quand même. Hein. On nous demande d'être opérationnel assez rapidement. Donc le fait de prendre toujours les mêmes ou de prendre des habitués, eh ben, ça permet d'aller beaucoup plus vite. On explique beaucoup moins les choses qu'avant, donc c'est à nous d'aller un peu à la chasse aux infos, et du coup on est beaucoup plus rapide et on avance plus vite en fait, quoi. Et enfin, pour terminer cette interview, ma dernière question est souvent la même pour les cadreurs. Est-ce qu'il y a un programme qui te fait rêver et sur lequel tu aimerais travailler? Alors moi j'ai fait beaucoup de programmes, c'est vrai que depuis ça fait 20 ans que je travaille. J'ai fait beaucoup de programmes. Je ne peux pas dire que j'ai un programme que je rêve faire. J'adore faire de la captation. C'est vrai que maintenant, les concerts, on a un rythme différent de tournage. Moi, j'adore vraiment tourner la captation, filmer des concerts.
Alors c'est vrai que filmer des grands concerts dans des grandes salles, c'est vraiment le kiff absolu. C'est vraiment ce qu'on aime faire. Tous les cadreurs adorent faire ça. C'est on pourrait faire ça toute notre vie si vraiment on voulait. Après voilà, il y a des choix, mais c'est bien aussi parce qu'on fait des choses différentes. Moi, j'ai pas de programme. La richesse de nos métiers, c'est de pouvoir faire des choses très différentes, de pouvoir faire les 12 coups de midi, comme de pouvoir faire des programmes de variété, de divertissement, de l'info, du débat. C'est la richesse de nos métiers, quoi. En fait, tu prends toujours autant de plaisir dès que tu es derrière une caméra. Moi, je prends toujours autant de plaisir si les gens en fait qui m'entourent sont bienveillants. Et s'il y a un esprit d'équipe, c'est ça le plus important pour moi. On va donc terminer sur ce mot de la fin. Merci beaucoup Florent pour ton accueil. Merci Laurent. À bientôt. À bientôt. Voilà, nous voici au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker ou encore mieux de la partager. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une autre interview passionnante, celle de Maxence qui est réalisateur. À très vite dans l'ombre des médias.